Bonjour à tous et bienvenue sur Hat-Trick, bienvenue à Salobreña, ville à 1 heure de Malaga, sur la côte, dans la province de Grenade, aussi à 1 heure. Alors on a monté l'Albacín et je peux vous dire que l'Albacín, ce quartier-là, où on va le rappeler rien qu'avec cette porte de l'église, on voit l'inspiration nasride à l'époque, parce que c'est là où Salobreña a connu son apogée avec également la canne à sucre. Comme toute cette région, plus loin on a Motril, l'ancien pays de la patate, comme disait mon grand-père. Mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui on ne va pas parler de la belle Andalousie, de tous ses charmes, on va parler d'autre chose, on va parler notamment d'un livre et on va parler de l'Empire britannique. D'abord je vais monter ce livre, Fathers of Football, les Britanniques qui ont amené le beautiful game, le football à travers le monde, ce sont les pionniers dans ça. Alors, je l'ai déjà un peu parlé notamment pour Huelva, mais là on va faire un focus surtout sur l'Empire britannique. Alors, vous allez me dire en quoi l'Empire britannique a pu contribuer au football dans le monde entier, sachant que le football dans les colonies est apparu beaucoup plus tard. Alors en fait, il faut comprendre que l'Empire britannique avait donné à l'Angleterre, on va dire plus généralement, une puissance absolue. C'était presque les rois du monde, on va dire. Ils étaient les leaders dans plein de domaines. Et donc, ils ont, grâce à tous les investissements, grâce à toutes les matières premières qu'ils ont pu récolter ici et là, grâce à toute l'influence et le réseau qu'ils ont pu avoir, qu'ils soient maritimes, qu'ils soient évidemment dans tous les domaines de transport, dans la science, et surtout dans le textile, où là, ils étaient vraiment les leaders incontestés. Ça leur a permis ensuite, pour certains qui ont une certaine fortune, de bouger ailleurs. Et de même, à l'époque, il y avait vraiment cette idée, je dirais pas de coloniser tout ce qui était possible et inimaginable, mais on voit des investissements britanniques absolument de partout. Prenez par exemple Barcelone. À Barcelone, il y avait une firme écossaise de textile à côté, dans le village de Torreio. Alors ça s'appelle, j'ai noté parce que je ne me rappelais plus, voilà, JP & Coats. JP & Coats, c'était vraiment, ils en avaient un peu de partout dans le monde. Et JP & Coats avait une politique très spéciale, c'est tout simplement qu'ils introduisaient le football dans leur entreprise et après ils essayaient de le faire également dans la société. Ce qui fait qu'à Torreio, près de Barcelone, c'est là où les premières véritables parties de football ont été jouées avec ces Écossais qui autorisaient l'accès également à des gens locaux. Parce que la bourgeoisie catalane d'ailleurs n'acceptait pas trop, elle avait peur d'une rébellion ou que sais-je, et le football a été un peu banni, ou du moins il a été, quand il a été repris par les Catalans, il y avait une idée vraiment très nationaliste derrière, et donc interdiction aux étrangers. Il faudra attendre évidemment le Suisse, monsieur, et j'ai perdu son nom, c'est mal Romain, c'est très mal, c'est normalement c'est pas un nom que tu dois perdre, voilà, monsieur Hans Gamper, renommé plus tard Johan, qui a été aidé également par deux Anglais, les frères Whitty, mais ça on y reviendra plus tard. Tout ça pour dire qu'en fait c'est grâce à ces investissements-là, à la puissance financière de l'Empire britannique, que le football a pu aller ici et là, parce que c'est là où on a vu évidemment, il y avait des gens qui avaient appelé le docteur Mackay à Huelva, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait des mines. Et les mines, on n'a pas des mines à des milliers de kilomètres de chez soi, si on n'a pas la puissance financière pour y aller, si on n'a pas le génie, avec notamment les ingénieurs et notamment de Glasgow. Petite parenthèse sur Glasgow. Glasgow, durant l'Empire britannique, était une place très importante, pas Londres, mais vraiment très importante, où il y avait un vrai melting pot, c'est-à-dire qu'on retrouvait notamment des Sri Lankais, notamment l'Inde et d'autres. C'était un port vraiment mixte. Ce qui a donné à la ville, alors ça a donné un peu, pas un ghetto, mais ça a donné sa banlieue un peu, comme on dit aujourd'hui, qu'on peut voir dans l'East End avec aujourd'hui les Irlandais. C'est un peu compliqué, mais ça a donné à la ville un essor et également ça leur a permis d'avoir une dimension internationale et ça a permis de s'exporter. À Glasgow, c'était les ingénieurs, donc les ingénieurs partaient de Glasgow, mais ils baignaient déjà dans le foot, donc ils ont voulu vivre comme ils vivaient en Écosse ailleurs. En même temps, il y en a qui, comme je vous disais, qui ont fait beaucoup d'argent, donc ils ont voulu passer leurs beaux jours ailleurs. On retrouve également beaucoup d'universitaires, comme je vous l'ai dit, alors je parle un peu vite, je suis désolé, ont vraiment aidé le football à se propager ici et là. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans l'essor de l'Empire britannique. Ça me paraît évident qu'il faut lier l'argent au foot là-dessus, parce que vous ne pouvez pas voyager sans argent, et l'Empire britannique en avait. Alors, petite parenthèse également sur tous ces pionniers qui ne sont... Je vais remontrer le livre quand même, je vais vous montrer quelques images. En fait, ils ne sont pas tellement connus en Angleterre, en Écosse, c'est un peu dommage. Et à l'étranger, qui sont très connus, très respectés, notamment à Gênes, hein, je vous rappelle pour la Samp, à Milan également. Alors là, on voit Alexander Houghton, je pense que ça parlera aux mes amis de Lucarne Posé. Charlie Miller, celui qui a amené historiquement le football au Brésil, et plein d'autres. Alors comme je l'ai dit, il y en a la moitié à peu près qui sont écossais, qui étaient inspirés par le jeu écossais, ce qui a beaucoup aidé également chez les pionniers. On va revenir sur plusieurs cas, et je vais terminer là-dessus sur un qui me paraît très important. Quand la Russie, alors fin du 19e, a des gros soucis économiques suite, je crois, à une guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des Anglais pour remettre un peu d'industrie, notamment le textile. C'est ainsi que les frères Charwick, je crois, attendez, j'ai un doute, parce qu'il y a tellement de noms, les Charnock, oh là là, fans de Blackburn évidemment, parce qu'en fait, les régions du textile qui étaient très fortes en Angleterre, c'était le Lancashire, donc c'était dans le nord,
vers Rochdale, donc là Rochdale c'est un peu le Greater Manchester, mais vers Burnley, vers Leicester, à Blackburn évidemment. Et donc en fait il y en a plein qui ont migré de fait en Russie vers Moscou pour aider l'économie russe à se retaper. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Et ben, comme je vous dis, c'était pas une volonté d'implanter le football ailleurs, d'être des grands chevaliers, ils ne se rendaient pas compte. Ils ne pouvaient pas se rendre compte de l'essor que le football allait prendre après. Ils n'en avaient absolument aucune idée. Ils ont fait ça tout simplement, je dirais pas par amour du foot, oui, mais c'est pas par un amour du foot universel. C'est d'abord pour le fait de vouloir vivre comme eux, ils vivaient chez eux. Et vous retrouvez cette mentalité, j'allais dire très anglo-saxonne, en vacances. Prenez, alors ici il n'y a pas vraiment d'anglais, vous vous en doutez bien. Mais admettons que vous allez vers Marbella, vous allez surtout vers Benidorm, Torremolinos, certains à qui ça va parler. À Benidorm par exemple, que je connais bien, il y a un grand quartier qui s'appelle Rincon des Locks, c'est un quartier anglais britannique généralement. Ils ont des pubs, ils ont la même bouffe que chez eux, et ils sortent quasiment pas. Ils vont sortir une fois dans un truc espagnol, très touristique en plus, ils vont pas aller dans un truc typique, pour aller manger une paella et dire aux autres, ah, regardez, j'ai mangé une paella. Vous allez me dire que je schématise, mais non, c'est 80% qui sont comme ça, notamment de la working class. Et moi je le vois, je vais vous dire, je le vois très souvent. Et en fait à l'époque, c'était la même chose. Le football, ils avaient besoin de l'avoir parce que chez eux ils l'avaient. C'était pas par vraiment un but universel, sachant qu'au début les premiers clubs étaient réservés aux Britanniques. C'est après où ils ont admis les étrangers. Même si certains avaient une dimension plus noble. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils l'ont fait avant tout par amour du football, parce qu'ils aimaient jouer. Dernière petite anecdote donc sur la Russie, comme je vous le disais, pour vous montrer les difficultés également qu'ils ont eu à implanter ça, c'est qu'un Écossais, encore lui, qui a voulu donner le coup d'envoi du premier match, et la légende dit que quand il a balancé le ballon en l'air, les Russes ont été absolument terrorisés, ils sont tous partis en courant, et les autorités ont immédiatement interdit cette activité-là. Donc il faut rendre gloire à tous ces gens qui ont persévéré. Je vais remonter le livre une dernière fois de Keith Baker, Father of Football. Si vous voulez lire quelque chose pour cet été, vous cultivez au niveau sociétal et tout, n'hésitez pas. Alors si vous êtes un peu aventurier, vous allez à Salobreña, vous n'allez pas dans le truc touristique, vous allez là, dans l'Albacine, tranquillement, vers les gerbes de fleurs, vous commandez un verre, un mostro, c'est un jus de raisin sans alcool, c'est mieux. Et puis vous lisez ça tranquillement et vous découvrez un peu plus d'authenticité. Ce qui sera toujours le foot britannique, le foot espagnol, le foot sur la terre entière. Je vous souhaite une excellente journée sur Afrique.